Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et pour cet épisode, j'ai décidé de revenir sur un cold case. Un cold case qui est désormais entre les mains du pôle de Nanterre, dédié aux crimes non élucidés. C'est le meurtre de Christiane Comot. « 22 octobre 2004, au boulodrome de Chassieux, dans la banlieue de Lyon. Dans l'après-midi, le patron s'étonne. Christiane Comot, qui travaille à la buvette, était attendue à 14h. Mais toujours pas de signe d'elle. C'est étrange, car cette femme est d'ordinaire très ponctuelle. Inquiet, son patron prévient la police. Chez elle, les enquêteurs découvrent un appartement vide. Les courses sont posées sur la table, y compris les denrées congelées. Sa voiture est bien dans le garage souterrain, mais ni son box ni son véhicule n'est fermé à clé. Tout ça ne ressemble pas à cette grand-mère de 54 ans, maniaque et organisée. Malgré tout, la première explication des enquêteurs est celle de la disparition volontaire. Mais cela ne tient pas pour les enfants de Christiane. Et l'avenir leur donne raison. En février 2005, le corps de Christiane Comot est retrouvé dans un bois du département voisin, l'Ain. Son crâne porte les traces de 2 balles tirées à bout portant. Son corps a été martyrisé. Malheureusement, l'enquête ne donnera rien. Il y aura bien quelques pistes explorées, celles d'hommes habitués du boulodrome principalement. Et les enquêteurs suspecteront même le propre fils de Christiane, Samuel, qui finira par être mis hors de cause. Et puis en 2015, c'est le coup de tonnerre. La justice prononce un non-lieu, l'enquête est clôturée, faute d'éléments. Pour la fille de Samuel, Kathleen, c'est impossible. Sa grand-mère ne peut pas être abandonnée de la sorte, il faut résoudre son meurtre. La voix du crime de cet épisode, c'est elle, la petite fille de Christiane Comot. À sa majorité, elle a décidé de relancer l'enquête. Elle a créé une page Facebook, puis une association, Justice pour Christiane. Son combat a connu une première victoire en 2022, quand le pôle de Nanterre, dédié aux crimes non élucidés, a décidé de rouvrir l'enquête. Bonjour Kathleen Letendre. Bonjour. Alors en octobre 2004, au moment où votre grand-mère disparaît, vous allez bientôt fêter vos 6 ans. Et là, vos parents vous apprennent la nouvelle que votre grand-mère a disparu. Quels souvenirs vous gardez de ce moment ? Alors nos parents ont été assez cash et honnêtes, on va dire, en utilisant bien sûr des mots d'enfant, mais ils nous ont expliqué que on ne savait pas où était mamie, qu'elle avait disparu et qu'ils la recherchaient, ils faisaient tout leur possible. Donc nous, on était vraiment anéantis, mais on avait toujours l'espoir qu'elle revienne. On n'imagine pas la gravité des choses et on peut pas imaginer des choses comme ça à cet âge-là. Donc on s'est dit peut-être qu'elle était simplement partie en vacances. Et vous, qu'est-ce que vous comprenez de la situation du coup ? Parce qu'on vous dit elle a disparu, mais est-ce que vous comprenez qu'il va y avoir la police, il va y avoir une enquête ? Alors je l'ai vite compris parce que j'étais donc assez jeune et je restais très souvent avec mes parents. Et c'est quand j'ai vu le nombre d'allers-retours à la gendarmerie, à la police, j'ai écouté les conversations téléphoniques. On voyait l'inquiétude aussi des proches et des parents, même s'ils essayent de garder la face. On peut pas cacher les sentiments et surtout à des enfants, on ressent tout. Donc ça a été très compliqué. Je me suis aperçue très rapidement que c'était grave. Et vous, quelle relation vous aviez avec votre grand-mère au moment où elle a disparu ? Vous étiez proche d'elle ? Oui, j'étais proche d'elle. Mon frère aîné était encore plus proche d'elle. Mais moi, j'allais très souvent chez elle. Elle venait souvent aussi à la maison. Quand on allait chez elle, elle nous faisait toujours des petits gâteaux. Elle nous surélevait les pieds du lit pour qu'on dorme un peu les pieds surélevés parce que c'était important. Enfin, c'était tous des petits gestes d'attention et elle essayait de nous donner tout l'amour possible. Et à quoi ressemblait sa vie à ce moment-là, à elle ? D'un point de vue d'enfant, pour moi, je la voyais heureuse en fait. Elle travaillait donc au boulodrome
Et les après-midi, quand nous on était là, je me souviens que elle regardait sa télé, sa petite émission. Après, elle jouait avec nous. Enfin, on avait l'impression qu'elle était la grand-mère la plus heureuse et qu'elle avait une vie épanouie. Et donc à cette époque, en fait, au moment où elle disparaît, c'est son patron au boulodrome qui signale sa disparition parce qu'elle n'est pas venue travailler. Et pour les enquêteurs, ils vont se dire que c'est une disparition volontaire. Ils se préoccupent pas plus que ça de la situation. Et pourtant, vos parents avouent, ils sont persuadés qu'elle a été enlevée. Et dans une interview au magazine Elle, vous dites même « Tout laisse penser qu'elle est partie précipitamment ». Pourquoi ? Ma grand-mère, elle était maniaque et elle avait énormément de tocs. Et donc déjà, le fait qu'elle se rende pas à son travail, c'était complètement inhabituel. Qu'elle prévienne pas, encore moins. C'est surtout que en fait, quand la police est arrivée sur les lieux, donc les pompiers et la police, ils sont aperçus qu'il y avait ses courses et notamment ses denrées congelées posées sur son meuble d'entrée, son sac à main. Et ils sont descendus du coup voir au garage. En fait, sa voiture était garée comme elle la gare d'habitude, mais le garage n'était pas fermé à clé. La voiture n'était pas fermée non plus à clé. Et en fait, c'est ça qui a interpellé notamment mes parents, parce que ma grand-mère vérifiait 15 fois si son garage était bien fermé. Ses courses, elle les aurait jamais laissées plus de 5 minutes dehors. Elle serait remontée, rangé ses courses, et après, elle aurait repris sa vie. Enfin, elle serait allée au travail. Et voilà, c'est vraiment des choses qui sont inquiétantes. Et finalement, on a bien fait de s'inquiéter. Et comment vous vivez justement ces premières semaines, ces premiers mois d'incertitude sur où est passée votre grand-mère ? Ça a été très compliqué. Alors moi, personnellement, déjà, du moment où ma grand-mère a disparu, je ne voulais plus quitter mes parents. Parce que je me disais dans ma tête, si ma grand-mère a disparu, mes parents peuvent disparaître eux aussi à leur tour. Du coup, ça a été compliqué parce que je n'arrivais même plus à aller à l'école à une période, même juste rester dans la voiture alors que ma mère était à côté, je n'y arrivais pas non plus. C'était vraiment angoissant, et puis de voir aussi ses parents aller à droite, à gauche. Ils organisaient des battues, donc ne pas aller voir pendant quelques temps, voir les gendarmes qui défilent à la maison et tout. C'était vraiment insoutenable en fait pour des enfants, complètement anxiogène. On était inquiets, on savait pas s'il allait se passer vraiment pareil, enfin que ça allait être pareil pour nos parents, quoi. Et finalement, le corps de votre grand-mère va être retrouvé 4 mois plus tard. On est en février 2005. Là encore, c'est vos parents qui vous l'apprennent. Quels souvenirs vous gardez et comment ils vous l'apprennent ? Alors, c'est des souvenirs quand même à ce moment-là assez vastes pour moi. Mais ils ont été francs et honnêtes. Ils nous ont dit qu'ils avaient retrouvé mamie, mais que malheureusement, elle était décédée et que quelqu'un lui avait fait du mal. Ils nous ont épargné tous les détails, bien sûr, de la façon dont elle a été tuée. Mais ils ont joué l'honnêteté avec nous, et finalement, c'était pas plus mal parce que on arrêtait d'espérer de retrouver ma grand-mère. Et vous, quel sentiment vous avez au moment où vous apprenez que votre grand-mère est décédée ? J'ai le sentiment de tristesse, forcément, je m'effondre. Mais en même temps, je pense qu'on le savait un petit peu depuis quelques temps que... Mais c'est de la tristesse, de la colère aussi, parce qu'on comprend pas. Enfant, on se dit, mais comment quelqu'un peut faire du mal à une autre personne ? C'est pas possible. Donc beaucoup de questionnements, beaucoup de colère, et de la peur aussi. De la peur de toujours se dire, si ça arrivait à ma grand-mère, ça peut arriver à nos parents, ça peut arriver à nous, ça peut arriver à nos cousins. C'était très compliqué. Et vous dites que vos parents, évidemment, ne vous ont pas donné les détails des circonstances dans lesquelles elle a été retrouvée. Mais à quel moment vous avez pris conscience des circonstances dans lesquelles elle a été retrouvée, justement ? Je me suis aperçue des circonstances de son décès quand mes parents parlaient avec la famille. En fait, c'est vrai que moi, j'étais très très jeune, donc on faisait pas forcément attention à ce qu'on disait devant moi. Ça partait pas d'un mauvais sentiment, et en fait, j'étais à côté, dans le salon, ils étaient dans la cuisine, et j'ai entendu justement qu'ils expliquaient un petit peu à la famille ce qui s'était passé. Et c'est là où... Donc, j'ai pas tout compris sur le moment, bien sûr, mais ça restait gravé. Et en fait, au fur et à mesure que je grandissais, je me rendais compte de ces circonstances. À ce moment-là, votre père lui-même va être suspecté dans cette affaire. Vous réalisez à l'époque ce qui se passe, que lui est suspecté d'avoir tué sa mère ?
Alors, j'avais conscience qu'il était suspecté, mais pas forcément d'avoir tué sa mère à mon âge, voilà. C'était encore un petit peu difficile, la notion de tuer quelqu'un. Mais oui, on s'en est rendu compte, hein, parce que ils ne s'en cachaient pas, et même devant nous. Et on le voyait bien, hein, que les gendarmes, il était très souvent convoqué, qu'ils le posaient constamment des questions sur ce qu'il avait fait ce jour. Et puis, mon père était au plus mal, hein. Déjà que sa mère a disparu, a été tuée, et en plus de ça, il est suspecté. Bien sûr, c'est normal, on suspecte d'abord la famille en priorité. Mais ça a détruit mon père. Et ça nous a détruit, du coup, nous aussi, hein. Il y a eu d'autres pistes au-delà de celle de votre père. Mais vous considérez que cette enquête a été bâclée, que toutes les pistes n'ont pas été creusées. Pourquoi ? Qu'est-ce qui aurait pu être approfondi ? Il y a tellement énormément de pistes qui auraient pu être approfondies. En fait, c'est comme s'ils ouvraient un livre à chaque fois sur une personne suspecte et qu'on lisait les 3 premières pages du livre et qu'on le refermait et qu'on le remettait à la bibliothèque. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que pour tous les suspects, on a commencé à enquêter sur ces personnes-là. Alors, soit il y a eu des erreurs dans la vérification des alibis, soit finalement on s'est arrêté sur le fait que non, ça peut pas être lui, il a eu mal au dos par exemple. Et pour nous c'est invraisemblable. Et quand on a pu lire nous le dossier de l'enquête, quand on lit nous d'une personne extérieure, pourtant on n'est pas enquêteur, on n'est pas policier, et on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de choses qui n'ont pas été faites et énormément d'erreurs. Par exemple, on a mis hors de cause une personne à cause des relevés téléphoniques. Il s'était penché dessus. Et c'est que plusieurs années plus tard qu'on apprend que ce n'étaient pas les bons relevés téléphoniques, qu'ils avaient fait les relevés téléphoniques de téléphone fixe et pas de portable. Notamment ça, pour nous, c'est inconcevable de voir des erreurs pareilles. Et parmi les suspects, c'était quoi les principales pistes ? Les ex-compagnons que ma grand-mère a pu avoir, les personnes avec qui elle travaillait au Boulodrome ou les personnes qui fréquentaient et venaient jouer au boule, les amis. En fait, il y a beaucoup de pistes, mais ils sont penchés énormément sur les personnes qu'elle côtoyait au Boulodrome parce que c'est un monde d'hommes et sans doute que c'est un homme qui l'a assassiné, hein, voilà. Peut-être qu'il y a une femme dedans, on n'exclut pas cette hypothèse. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc c'est pour ça, ils ont vraiment étudié le côté Boulodrome. Et on sait que finalement, ils n'ont pas étudié à fond à l'époque, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des personnes qui avaient été arrêtées pour viol, pour attouchement, ici et ça, et qui ont fréquenté le Boulodrome à cette époque où ma grand-mère a été enlevée, et qui n'ont pas été interrogées plus que ça. Puis dans ce genre d'affaires, ce qui compte, c'est le temps. Le délai de prescription des crimes à l'époque est de 10 ans, donc pour un meurtre. Donc en 2015, en fait, faute de nouveaux éléments, l'enquête est clôturée, c'est un non-lieu. Et à cette époque-là, vous avez 16 ans, donc vous êtes plus âgé que lorsque vous avez appris la mort et la disparition de votre grand-mère. Comment vous réagissez à ce moment-là ? Très mal, très mal. C'est mon père qui a reçu, qui a ouvert le courrier, qui a lu la lettre, et déjà on l'a entendu hurler de colère. Et puis moi je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Clairement ma grand-mère elle est tellement pas importante qu'on la met au placard et basta, on s'arrête là. Et j'avais une haine contre la justice française en fait. C'est de tuer quelqu'un impuniment et cette personne après au bout de 10 ans elle est tranquille si on la retrouve. C'est quoi la justice là-dedans ? Nous il y a une famille qui est détruite derrière. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ce qui s'est passé, qu'on grandisse et qu'on se construise comme ça. Et nous, c'est pas possible de ne pas avoir de réponse et que ce soit mis au placard comme ça. Et comment vous avez vécu justement ces 10 ans d'enquête, vous, dans votre famille ? Vous dites que votre famille a été détruite ? Oui. Déjà, on a eu une partie de la famille à qui on a coupé les liens, quoi. Parce qu'ils supportaient pas forcément l'enquête. Parce qu'on en parlait aussi beaucoup. C'était notre vie à l'époque, hein, et même encore, ça tourne autour de ça. Donc déjà, la famille brisée complètement. Suite à ça, moi, j'ai mon papa qui s'est beaucoup renfermé sur lui, qui était vraiment à fond dans l'enquête et qui en oubliait sa famille. En même temps, ce que je peux comprendre. Et du coup, ça a conclu au divorce de mes parents. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, hein. Même nous, notre enfance a été
a été menée par une enquête, a été menée par ce passé qui est lourd. Il faut se construire, il faut arriver à se faire des amis qui acceptent aussi notre vie, quoi. Et c'est pas une vie commune. Donc ça a été compliqué même en tant qu'enfant. Et vous parlez de se faire des amis. Vous, par exemple, quand vous étiez à l'école, est-ce que c'était quelque chose dont on vous parlait? C'était su, cette histoire, sur votre famille? Ça a été su, oui, parce qu'on habite à la campagne, dans un petit village. Mais par contre, ils avaient eu la consigne de la prof de pas trop en parler, en fait. Justement, parce qu'on était déjà dans une période très renfermée. On évitait un petit peu le sujet comme si c'était tabou. Et en même temps, il fallait qu'on essaye de vivre un peu avec ça. Donc ouais, c'était compliqué. Et donc, en 2015, il y a le non-lieu. Et 2 ans plus tard, vous décidez de prendre les choses en main et de mener l'enquête par vos propres moyens. Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là? La promesse que j'ai faite à ma grand-mère quand j'étais petite. Je me souviens plus vraiment à quel âge, mais je me suis toujours dit que je retrouverais le coupable. Et en fait, moi, je ne peux pas vivre comme ça. Je peux pas vivre dans l'impunité comme ça, sans justice. Et donc, j'ai pris mes parents, je leur ai expliqué que ça faisait déjà un moment que j'avais fouillé dans leurs papiers qu'ils avaient et dans le peu de dossiers qu'ils avaient en leur possession. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je n'arrive plus à vivre comme ça. Il faut que ça bouge. On a le non-lieu. Si on fait rien, dans 10 ans, ce sera trop tard. Et moi, j'y arriverai pas. Et donc, mes parents m'ont soutenue. Ils m'ont dit, bon, ils ont eu peur pour moi, forcément, mais ils m'ont soutenue. Ils m'ont dit, bon, si tu veux, on va pas te retenir, on va pas t'empêcher de le faire, mais on va y aller ensemble. Donc moi, j'ai commencé à créer d'abord une page Facebook, justement pour faire connaître déjà notre histoire, parce que finalement, elle était assez méconnue. Et je me suis dit, ça va peut-être nous ouvrir des portes sur les médias, parce qu'on sait que sans médias, on n'arrivera pas à avancer. Et c'est ça, notamment, qui nous avait beaucoup manqué à l'époque. Et donc, j'ai eu de l'aide de la part de ma famille quand ça a commencé sur Facebook. On a commencé à faire des posts, à partager. Après, on a commencé à avoir des journalistes qui nous ont écrit pour qu'on puisse se rencontrer. On a fait des émissions télé. Et vous allez finir par rencontrer votre avocat actuel, maître Sylvain Cormier. Donc là, on est en 2020. Oui, c'est ça. Donc, moi, à l'époque, j'étais sur Lyon. J'ai pris contact avec beaucoup d'avocats. En essayant de chercher bêtement sur Internet des avocats spécialistes meurtre. C'est dur à trouver, hein. Du coup, j'ai appelé plusieurs avocats. J'en ai rencontré qui m'ont dit, écoutez, moi, j'ai jamais fait ça. Je ne me sens pas de le faire. Après, je suis tombée sur un avocat qui me dit, moi, je n'ai jamais fait ça, mais votre histoire me touche tellement que je suis prête à vous aider. Malheureusement, je n'ai pas voulu lui laisser sa chance parce que moi, j'avais besoin, en fait, de ne plus perdre de temps et d'avoir un avocat qui s'y connaissait. Et c'est grâce à notre passage dans une émission, donc ça commence aujourd'hui, voilà, sur France 2, où il y avait un avocat qui était présent. Et donc j'ai demandé à cet avocat s'il avait des contacts aux alentours de Lyon, des avocats spécialistes là-dedans. Et c'est là où il m'a donné le contact de Sylvain Cormier. Et donc du coup, je l'ai contacté et il m'a directement répondu. On s'est rencontrés assez rapidement. Moi, je lui expliquais ce qu'il en était de l'affaire, des problèmes déjà qu'on avait pu rencontrer, qu'on avait pu observer. Et il nous a dit, moi, je vous suis et je vous aiderai dans votre combat. Et comment il travaille sur votre dossier dans les mois, les années qui suivent? Comment il s'y prend? Alors, tout d'abord, il a fallu récupérer le dossier. Nous, vu que ça date de 2004, le dossier n'était pas informatisé. Il était en papier. Donc, on a sollicité 2 rendez-vous au parquet de Bourg-en-Bresse, là où était classée l'affaire, pour pouvoir avoir accès à ce dossier. Et on y allait donc du coup 2 fois pour récupérer et pour pouvoir feuilleter un petit peu le dossier, lui récupérer ce qu'il avait besoin. Ensuite de ça, il souhaitait engager des détectives privés, faire des expertises ADN. Voilà, il avait tout un programme. Donc finalement, peu de temps après ça, on a été repris par le pôle Cold Case de Nanterre. Donc finalement, ce qu'on avait pu imaginer à mettre en place avec lui est en stand-by, parce qu'on va pas refuser qu'un jour on le fasse avec lui si ça ne donne rien au pôle Cold Case de Nanterre. Oui, parce qu'en fait, le temps que lui examine le dossier pour voir comment il pouvait réouvrir l'enquête, le pôle Cold Case a été saisi
de l'affaire du meurtre de votre grand-mère. Tout à fait. Donc ça, c'est en 2022, et le pôle Cold Case vient tout juste d'être créé. C'est le pôle qui est dédié aux crimes non élucidés à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Et ce pôle va prendre en charge l'affaire du meurtre de Christiane. Comment vous apprenez la nouvelle à ce moment-là ? On apprend ça par courrier. Alors c'est bien parce que personne nous tient informés de vive voix. C'est ça qui est vraiment dommage en fait. C'est que voilà, encore une fois, on est juste des personnes. On leur envoie un courrier, c'est tout. Alors c'est une très bonne nouvelle, hein. Mais nous, on aurait aimé savoir un peu ce qu'il en était avant. On reçoit un courrier et en fait, donc c'est mon père qui le reçoit à son domicile. Il nous l'envoie en photo sur notre groupe du comité de notre association. Et on comprenait pas exactement. Et en même temps, je pense qu'on voulait pas se faire de fausses joies. Et en fait, ça nous disait que que le parquet de Bourg-en-Bresse donnait la suite au parquet de Nanterre. Et on n'était pas sûr de savoir s'il y avait le délai de prescription du coup qui se terminait en fait. Donc directement, j'ai appelé Maître Cormier qui m'a répondu dans la foulée. Et il me dit, je viens de recevoir aussi un courrier, donc il l'avait reçu. Et je lui dis, mais maître, c'est bien ce qu'on pense. Est-ce que ça va être repris par le pôle Cold Case ? Il me dit oui. Et je lui demandais pour le délai de prescription. Il me dit, ça y est, Kathleen, vous avez réussi votre bataille. Ça y est, vous avez plus de délai de prescription. Et là, ça a été le soulagement ultime, quoi. C'était vraiment ça, notre bataille, avant 2025, qu'on fasse réouvrir cette enquête. On avait 10 ans pour faire réouvrir l'enquête. Une fois le délai de prescription passé des 10 ans, on peut plus rien faire. Du tout. C'est-à-dire qu'on peut pas redemander une réouverture d'enquête. Donc, par exemple, le gars, il serait dénoncé en juin 2025, le 20 juin 2025, et il aurait rien eu parce qu'il y aurait eu un délai de 10 ans de prescription. On vous a expliqué pourquoi le pôle Cold Case s'en était saisi finalement ? Pas du tout. Au départ, vraiment, on n'avait pas d'explication. Donc moi, j'ai sollicité un rendez-vous au pôle Cold Case de Nanterre, donc on a mis un petit peu de temps à l'avoir, ce rendez-vous, hein. Et finalement, quand on y allait, ils nous ont expliqué pourquoi ils l'avaient repris, parce qu'ils pensent que il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été analysés et qu'ils ont beaucoup de chance de retrouver des éléments nouveaux, en fait. Et donc ça, pour nous, ça a été positif, même si on reste dans notre tête sur le fait que je pense que les médias ont beaucoup joué, sur le fait qu'effectivement, on parle que la justice française est défaillante, qu'on laisse un meurtrier en liberté et qu'on laisse des familles sans réponse. Et vous allez rencontrer un magistrat du pôle Cold Case de Nanterre. Comment ça se passe, cette rencontre ? Alors, il nous explique comment ils vont procéder, eux. Donc, ils travaillent en fait avec des enquêteurs. Et chaque enquêteur a en charge un dossier. Et il nous explique qu'ils vont du coup relire entièrement le dossier de ma grand-mère. Ils recommencent tout à zéro. Voilà, c'est comme si on repartait en fait en 2004. Sachant qu'en plus le dossier est quand même énorme, hein, il y a 15 caisses de documents, donc ça allait leur prendre du temps. Et que suite à ça, ils allaient voir ce qu'ils devaient réanalyser, s'ils devaient refaire des analyses ADN, s'ils devaient refaire des interrogatoires. C'est comme si on partait à zéro, mais 20 ans après. Et à ce moment-là, quand vous sortez de ce bureau du parquet de Nanterre, quel sentiment vous avez en sortant ? On a un sentiment d'être enfin entendu, déjà. D'avoir quand même que ma grand-mère, en fait, finalement, avait de l'importance et qu'on a réussi enfin à avoir une part de justice, hein, déjà que le dossier soit repris et que ne soit plus classé en non-lieu. On a eu une très grande part de soulagement. On s'est dit, bon, maintenant, ça prendra le temps que ça prendra, mais on n'a plus de stress lié à une date et que chaque chose va être faite et on espère maintenant correctement. Oui, évidemment, vous pouvez pas tout nous révéler sur l'instruction en cours parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Mais est-ce que vous savez où en est l'enquête ? Vous la suivez régulièrement ? Je la suis régulièrement. Après, on a des nouvelles par parcimonie, justement, pour préserver aussi cette enquête. On sait qu'il y a des analyses ADN qui ont été effectuées, qui, pour l'instant, on n'a pas les résultats. Ils ont, je pense, des pistes où ils enquêtent. On nous dit que il y a de nombreuses choses qui sont faites, mais encore une fois, on est beaucoup mis à l'écart. Forcément, ils ont peur qu'on relève certaines choses. Donc on y comprend, même si c'est frustrant. Mais on sait que ça avance. Ils savent que je suis derrière. Quand nous, on peut avoir des éléments, on leur transmet.
parce qu'il nous arrive d'avoir des témoignages de certaines personnes, donc on leur transmet, et tout ça dans le secret, en fait. Et on espère que ça revienne positivement durant les prochains mois ou les prochaines années. Vous avez des personnes qui vous contactent pour vous dire je sais quelque chose sur l'enquête ? Pas totalement du « je sais quelque chose sur l'enquête ». On a certaines personnes qui nous contactent pour nous dire « voilà, j'ai étudié l'enquête, est-ce que vous avez pensé à étudier cette piste-là ?» Il y a des choses qui sont bonnes à prendre, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à prendre. Donc nous, déjà, moi, quand je reçois des choses comme ça, je fais le pré-tri de ce que je dis aux enquêteurs. Après, on a des personnes qui se souviennent de certaines choses à cette époque. On peut avoir des amis, des collègues qui viennent témoigner en disant « Écoutez, moi, il y avait ça et j'avais oublié de le dire à l'époque. » Et les choses comme ça, bim, je transmets directement aux enquêteurs. Après, on a des personnes aussi qui nous contactent en nous disant « Écoutez, il y a des choses très étranges qui sont en lien avec, pour moi, avec votre affaire, l'affaire de votre grand-mère. Je voulais les faire parvenir, vous faites ce que vous voulez de l'information. » Et encore une fois, je trie et je renvoie aux enquêteurs ce qui est nécessaire. Mais là, ces dernières années, on a eu quand même pas mal de choses qui, pour nous, sont quand même importantes à transmettre aux enquêteurs. Après, est-ce que ça nous servira de piste ? On peut pas savoir. Mais en tout cas, c'était quand même important de leur transmettre. Et pour vous, il y a des témoins de l'époque qui n'ont jamais parlé ? C'est sûr. Et qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Que ça fait 20 ans déjà que la famille, elle souffre. Que maintenant, il y a des choses, des techniques qui sont mises en place pour témoigner justement ce qu'on appelle sous X, donc sans donner son identité, pour ne pas avoir de représailles, en fait. Ces personnes, elles ont peur, selon vous ? Ah oui. Ah oui, certainement. Quand vous voyez dans les circonstances que ma grand-mère a été abattue, parce que pour moi, c'est une exécution simplement, elles se disent, mais en fait, si je parle, peut-être qu'il va m'arriver la même chose, ou peut-être qu'il va arriver la même chose à ma famille. Et même encore, quand nous, on va à Chassieux pour faire la marche blanche, on sent qu'il y a une tension, qu'il y a une peur de ces personnes qui connaissaient ma grand-mère et qui ont connu l'enquête et qui ont connu l'histoire. Et je pense que ces personnes, même encore 20 ans après, ont très peur. Et aujourd'hui, vous le dites, vous organisez une marche blanche, vous avez créé cette association Justice pour Christiane. Donc on a ouvert cette association pour récolter de l'argent, notamment pour nous aider à payer les frais d'avocat. Et donc c'est surtout à ce moment-là où la plupart de ma famille s'est mis dans l'association. Donc au départ, on était tous ensemble, on était 9. Et maintenant, on est un petit peu moins parce que le combat devient trop dur pour certains d'entre eux. Donc, ils ont préféré nous laisser, on va dire, gérer ça, même s'ils sont toujours derrière à nous demander des nouvelles et à être présents si nécessaire. Quelle place elle occupe, cette affaire, dans votre quotidien ? Moi, elle est très prenante. Déjà, je suis devenue la présidente de l'association. J'essaye de faire énormément de choses, comme ma famille, pour cette association. Ça nous prend quand même pas mal de temps. En plus de ça, moi, je dois gérer les contacts avec les enquêteurs, tous les éléments qu'on peut avoir de nouveau. C'est vrai que dans ma vie maintenant familiale, j'ai un conjoint qui le comprend et qui me soutient, heureusement. Mais on passe énormément de temps dessus. Et on est dans une région où il y a eu d'autres disparitions, d'autres meurtres, des cold cases qui n'ont pas été résolus. Est-ce que vous vous rapprochez d'autres familles de victimes ? Tout à fait, oui. Moi, je suis en lien avec plusieurs familles de victimes. Et notamment, c'était une dame, moi, qui m'avait contactée parce que sa maman avait été assassinée un peu dans les mêmes conditions que ma grand-mère. Et on se tient au courant, en fait, de toutes ces avancées, de toutes les choses qu'on peut avoir et qui pourraient être opportuns pour les enquêtes des uns et des autres. Après, on est là aussi en soutien pour des battus, on essaye de faire, en fait, ce qu'on peut à notre niveau et d'aider les autres comme on aurait aimé avoir de l'aide à notre époque. Et ça vous aide au quotidien ? Ça nous aide, ça nous tient, on va dire, parce qu'on se dit que déjà, on n'est pas tout seul. Et en fait, je me dis heureusement que moi, j'ai une famille quand même qui est présente là-dessus et que vraiment, je remercie moi mon conjoint qui est là à chaque événement et qui comprend tellement la bataille et qui me demande pas d'arrêter. Parce que personne n'ose imaginer ce qu'on peut vivre en tant que famille de victimes. Et aujourd'hui, vous êtes aussi mère d'un petit garçon.
Il est tout petit, aujourd'hui il a 1 an, mais est-ce que vous lui parlez de son arrière-grand-mère, de votre grand-mère? Est-ce qu'il prend conscience de ce que vous faites dans votre temps libre? Alors, je pense qu'il est encore trop petit pour vraiment voir que je suis vraiment prise dans des associations, enfin dans l'association, pardon. Mais moi, je lui parle de sa grand-mère. Après, pour l'instant, je lui explique pas ce qui s'est passé. Je ne lui cacherai pas, comme mes parents ont fait. Mais ce sera dit avec des mots d'enfant et à l'âge voulu. Après, quand il me posera des questions, il aura les réponses. Il a fait son premier vide-grenier, parce qu'on a fait un vide-grenier pour l'association. Je lui ai expliqué que c'était pour son arrière-grand-mère et pour le combat que maman mène avec tout le reste de la famille. Voilà, il saura un petit peu plus tard ce qui s'est passé. Je lui ai dit que voilà, elle était au ciel et qu'il fallait qu'on fasse certaines choses pour savoir pourquoi elle était montée au ciel. Et vous avez espoir qu'un jour, on sache qui a tué votre grand-mère? Moi, je suis persuadée que oui. J'espère ne pas me tromper, hein. J'ai vraiment l'intime conviction qu'on va trouver. Alors peut-être que ce sera dans 6 mois, peut-être que ce sera dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que je ne la lâcherai pas du tout. Je n'arrive pas à vivre sans réponse. Pour moi, il est inconcevable. Et je me dis vraiment que le pôle Cold Case de Nanterre peut vraiment démêler, on va dire, le vrai du faux dans cette histoire. Vous venez d'écouter Les Voix du crime sur le meurtre de Christiane Como. Un grand merci à Maïwenn Le Corollaire Richard pour la préparation et la prise de son, et à Étienne Villan pour la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et si vous aimez Les Voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À très bientôt.